puisque ce webinaire est enregistré et donc on vous enverra à l'issue de la présentation le lien vers l'enregistrement et également vers le diaporama. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire donc sur le label Éco-Jardin et en particulier sur l'évolution des critères d'évaluation. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Je vais passer dans quelques instants la parole à ma collègue Aurore Mican. Juste quelques précisions sur le déroulé. Si vous avez des questions qui vous viennent pendant la présentation d'Aurore, vous pouvez les poser dans le module donc, qui s'appelle Q&R, questions-réponses. Ça va nous simplifier nous la reprise des questions à l'issue de la présentation. Et si vous voulez partager des informations ou réagir, vous pouvez partager des éléments dans le chat et on vous partagera quelques liens également dans le chat. Je vais passer la parole à Aurore Mican. Donc Aurore qui est coordinatrice donc du label Éco-Jardin à Plantécité et qui est également en charge des éditions à Plantécité. Donc Aurore, je te laisse la parole pour ce webinaire. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de passer 1 heure avec vous pour vous présenter le travail qui a été conduit sur le label Éco-Jardin. Alors, comme Ludovic l'a rappelé aux premiers arrivés, on vous avait posé quelques petites questions lors de votre inscription, donc sur les près de 500 inscrits, dont à peu près la moitié est ici. Vous étiez 86% à connaître le label Éco-Jardin et uniquement 31% à être gestionnaire de sites déjà labellisés. On en a conclu que, une bonne partie d'entre vous, pouvaient être intéressés par, une éventuelle labellisation et du coup, dans ce webinaire, je vais, présenter un petit peu à nouveau ce qu'est Écojardin, bien entendu les évolutions et les nouveaux critères du label et puis je vais terminer sur l'essentiel à savoir pour pouvoir candidater avec les documents qui sont à votre disposition. Voilà, pour vous présenter rapidement le déroulé. Donc je commence tout de suite par, ce qu'est Écojardin. Alors, la gestion écologique, c'est une démarche qui est, fondée sur les principes de l'écologie scientifique, appliquée à la gestion des espaces de nature en ville. Elle mise, à la fois sur la connaissance, sur l'expérimentation et l'amélioration continue pour faire évoluer les pratiques de gestion des espaces verts, afin d'y intégrer le fonctionnement des écosystèmes. C'est une démarche qui a émergé dans les années 2000 et à Plantécité, elle s'est concrétisée, au travers de la coordination du projet Écojardin, qui est né en 2009 pour répondre aux besoins des professionnels, gestionnaires d'espaces verts, qui étaient à l'époque bien installés dans la gestion différenciée, mais avec aussi des initiatives pour aller plus loin, pour mettre en œuvre une gestion qui soit vraiment favorable à la biodiversité. Donc il y avait un besoin de références techniques sur la gestion écologique et aussi un besoin de disposer d'un outil de reconnaissance des pratiques qui étaient en place, à la fois par les pairs et aussi plus largement pour communiquer auprès du grand public qui pouvait voir les changements dans les paysages des parcs et jardins sans forcément toujours les comprendre. Donc sur plus de 2 ans, de 2009 à 2012, une quinzaine de partenaires, à la fois maîtres d'ouvrage publics et privés, réseaux professionnels, de formation, se sont associés à Plantécité pour, co-construire des outils qui répondent à ces besoins. Et ce travail a, reçu, le soutien de l'Office français de la biodiversité, qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, dans le cadre du plan Écophyto porté par les ministères en charge de l'agriculture et de la transition écologique. Et c'est aussi le cas pour, l'actualisation dont je vais vous parler aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, Écojardin, est toujours, existant. C'est un réseau, avec près de 900 sites labellisés, et 170 gestionnaires, engagés dans toute la France hexagonale et il contribue aux objectifs de la stratégie nationale, biodiversité. Donc ce projet, il a abouti à 2 outils. Le référentiel de gestion écologique Écojardin, d'un côté, qui est à la fois un guide technique sur l'ensemble des domaines, qui parlent de gestion écologique. Il est basé sur un travail de veille bibliographique, associé à l'expertise, de toute l'équipe de Plantécité d'ailleurs et il s'est nourri, des expériences de terrain pour rassembler toutes les recommandations à mettre en œuvre pour avoir une gestion écologique et en faire le suivi avec des grilles, d'auto-évaluation.
Il a été initialement publié en 2011 et actualisé régulièrement depuis. Et l'édition que je vais vous présenter, c'est la quatrième édition de ce document. Et d'un autre côté, ce qui a été produit, c'est également le label Éco-Jardin. Donc, c'est à la fois une marque, une procédure de labellisation qui est basée sur un socle commun d'exigences à respecter, sur les principes de l'amélioration continue pour progresser au fil des années et des renouvellements, et puis sur une évaluation qui est réalisée de manière transparente et indépendante pour assurer la qualité de la démarche. Donc les grilles d'évaluation qui sont utilisées dans le label sont directement tirées de celles qui sont présentes dans le référentiel. Les outils qui ont été produits, ils reflètent les valeurs fondatrices qu'on retrouve dans Éco-Jardin et qui sont toujours actuelles. C'est à la fois l'importance du collectif, dans l'idée qu'ensemble, on va plus loin, la rigueur scientifique de la démarche et puis la transparence du processus de labellisation. C'est aussi ce qu'on retrouve dans la gouvernance de la démarche, qui est tripartite, à l'image des critères qualité des démarches de signes de reconnaissance, telles qu'elles sont reconnues en France en tout cas. Donc il y a d'un côté un suivi scientifique et technique qui est réalisé régulièrement avec une actualisation du label. C'est le cas et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, en lien avec la progression des connaissances. Et ce travail est porté par Plantécité, avec beaucoup de parties prenantes et de contributeurs que je me permets de remercier ici aujourd'hui pour leurs apports dans l'actualisation de l'ensemble de la démarche. Il y a d'un autre côté le comité de labellisation qui regroupe 25 membres qui sont répartis en 4 collèges paritaires et qui se réunit 2 fois par an pour l'attribution du label. Il est animé par Plantécité et il traite de l'ensemble des demandes de labellisation, plus largement aussi des grands débats, on va dire, autour des questions de la gestion écologique. Et enfin, le troisième pilier de la démarche, ce sont les auditrices et auditeurs, qui sont des personnes qui ont été sélectionnées sur leurs compétences en écologie et en paysage. Eux, ils interviennent sur des secteurs géographiques définis et ils ont la charge des visites des sites et de leur évaluation sur la base de la grille d'évaluation du label, donc, et par le biais d'échanges avec les jardiniers en charge de l'entretien des sites. Et ils donnent également leur avis sur la labellisation, sachant que c'est le comité de labellisation qui, sur la base de l'ensemble de ces éléments, attribue le label. Voilà pour la présentation brève, pardon, de ce qu'est Éco-Jardin aujourd'hui et d'où vient ce projet. Et je vais vous parler maintenant de ce qui change pour Éco-Jardin. Donc, je voulais vous rappeler les principes des évolutions. L'idée, c'était d'avoir des objectifs à la fois sur le fond et sur la procédure, de pouvoir mieux actualiser les connaissances, d'intégrer les nouveaux enjeux qui se sont développés en 15 ans de gestion écologique, de rester à l'avant-garde aussi pour pouvoir accompagner la progression des pratiques pour les gestionnaires qui sont engagés de longue date dans Éco-Jardin. Et puis de mieux valoriser les efforts d'amélioration pour les renouvellements, dans cette idée de toujours porter cette exigence d'amélioration continue. Et enfin, de renforcer l'exigence des critères, notamment des critères essentiels qui constituent le socle de la démarche. Plusieurs documents ont été actualisés, donc à la fois le référentiel, qui rassemble l'ensemble des critères et des grilles d'évaluation, et puis les grilles d'évaluation à proprement parler, qui sont en premier lieu l'outil mobilisé par les auditrices et auditeurs pour réaliser leur travail. Un détail des critères essentiels qui sont donc ces critères fondamentaux à respecter absolument pour pouvoir obtenir le label. Et puis enfin, le règlement qui cadre l'ensemble de la procédure de labellisation. Ces évolutions, elles sont officielles dès cette année 2026. Donc la période d'audit en 2026, elle a été un tout petit peu décalée par rapport à d'habitude. Elle a commencé début avril, alors au lieu de commencer début mars. Et elle se déroule jusqu'à fin octobre.
Et elles, les auditrices et auditeurs ont été formés courant mars aux nouvelles grilles et aux nouveaux critères du label Écojardin. Donc ils appliquent dès maintenant cette nouvelle grille. Pour accompagner au mieux la transition pour les gestionnaires candidats ou en cours de renouvellement, les nouveaux critères essentiels ne s'appliquent pas cette année. Ce sont les anciens critères essentiels qui restent évalués pour toujours cadrer cette démarche de labellisation. Et les nouveaux critères essentiels sont quand même évalués, mais en tant que critères simplement recommandés, donc sans exigence absolue d'être respectés pour pouvoir obtenir le label. Donc ça, c'est pour cette année de transition. Et bien sûr, à partir de 2027, c'est la nouvelle grille et l'ensemble des nouveaux critères essentiels qui s'appliqueront pour les gestionnaires candidats. Je vais vous présenter maintenant plus concrètement ces changements dans les deux éléments phares du label, à la fois le référentiel et puis les critères essentiels. Donc le référentiel, c'est le premier outil à consulter quand on s'intéresse à Écojardin. Donc c'est un guide de bonne pratique qui décrit dans ce grand chapitre qu'on a appelé domaine de gestion les recommandations pour la mise en place d'une gestion écologique. La structure du référentiel n'a pas changé pour celles et ceux qui le connaissaient. L'objectif principal, c'est toujours de favoriser des écosystèmes fonctionnels, diversifiés, résilients. On a conservé la même structure. Donc, il aborde la mise en place de liaisons pour renforcer les trames écologiques du territoire. Bien sûr, on pense aux trames vertes et bleues, mais aussi aux trames noires, aux trames brunes. La préservation de la vie des sols et de leur diversité, la protection de la ressource en eau et des milieux humides, le choix des végétaux et les pratiques d'entretien qui sont favorables à la biodiversité en matière de taille, de tonte, de fauche et plus largement, l'approche globale de la gestion aborde aussi les questions d'économie circulaire et de l'impact environnemental des matériels et des matériaux. La fédération des énergies et l'acquisition de nouvelles compétences, parce que la gestion écologique n'est pas synonyme de ne rien faire, mais de mieux faire et en connaissance en conscience, on va dire. Et puis enfin, les relations avec les différents publics usagers de l'espace. Du coup, d'un point de vue opérationnel, ce que la lecture du référentiel peut vous apporter, c'est d'y voir plus clair dans l'état d'avancement de vos pratiques et puis de vous donner des idées aussi pour progresser. En complément des recommandations qui sont valables pour tous les types d'espaces, il y a à la fin du référentiel une partie complémentaire dédiée à des types d'espaces spécifiques pour décrire certaines pratiques de gestion particulières. Donc, je peux citer par exemple les cimetières ou les jardins collectifs qui présentent entre autres la particularité d'une gestion partagée entre la collectivité et les habitants. Tout au long du document, vous retrouverez des focus, donc de couleurs, qui vous permettent d'approfondir certaines des questions ou certaines pratiques, comme l'achat de végétaux ou le sujet des intrants, par exemple. Et puis des références documentaires qui sont là en fin de chapitre pour aller plus loin. Et à la fin de chaque chapitre, vous retrouvez des informations liées au label, donc la grille d'évaluation qui peut vous servir de grille d'auto-évaluation pour vous accompagner dans vos changements de pratique et les critères essentiels, ainsi que la liste indicative, on va dire, des documents à fournir pour l'audit, donc des documents qui peuvent servir de justificatif pour justifier certains des critères. Donc c'est le moyen de progresser dans vos pratiques et éventuellement, si vous êtes intéressé par une candidature, de pouvoir aussi vous tester, entre guillemets, avant de candidater. Donc sur le référentiel, les évolutions ont porté principalement sur des approfondissements qui concernent tous les domaines et puis certaines évolutions majeures sur certains aspects. Donc ce qu'il faut retenir, j'ai pris une idée par grand domaine et puis après on aura l'occasion de parler des critères essentiels qui va être l'occasion de revenir sur certains des sujets. En matière de pilotage, donc c'est de mieux programmer les opérations de gestion sur le terrain
et leur amélioration continue en lien avec les différentes parties prenantes, que ce soit des jardiniers en régie ou via des prestations, pouvoir vraiment avoir ce partage d'informations pour améliorer concrètement les pratiques de gestion. Sur les sols, c'est le sujet qui est un peu nouveau, c'est la mise en avant de la désimperméabilisation et de la renaturation des surfaces imperméables. Sur l'eau, l'accent est mis sur le fait d'éviter d'arroser en favorisant le cycle de l'eau verte et donc l'infiltration par tous les moyens de l'eau qui arrive sur le site, dans l'optique de la séquence, un peu dans l'idée de la séquence éviter, réduire, compenser. Sur le sujet de la faune et la flore, les nouveautés portent essentiellement sur le fait d'éviter les pièges à faune et ça permet notamment de revenir sur, certains sujets, notamment les ruches, les hôtels insectes qui ont changé de statut, en 15 ans sur, les recommandations qui pouvaient en être faites à la lumière des connaissances scientifiques. De pouvoir favoriser la régénération naturelle et de respecter les cycles biologiques lors des interventions. Donc c'est des choses qui étaient déjà un petit peu présentes, mais l'accent est plus fort sur ces sujets. Sur tout ce qui concerne, les mobiliers, les matériaux, les matériels et engins, le principe est de miser sur la frugalité et l'accent est mis assez fortement sur la réduction des pollutions. On le verra aussi dans le volet des critères essentiels. Heu et sur les formations, il s'agit de favoriser l'acquisition de compétences pratiques par la pratique pour les jardiniers et puis, de pouvoir sensibiliser plus largement l'ensemble des personnes qui peuvent être impliquées de près ou de loin dans la gestion, même si elles ne sont pas sur le terrain pour, l'entretien. Et en ce qui concerne la catégorie publique, il s'agit de mieux accompagner les expériences de nature des publics et puis de pouvoir limiter les impacts de la fréquentation, alors à la fois humaine, mais aussi, liée, aux animaux domestiques. Voilà pour les principales évolutions de fond sur le référentiel. En ce qui concerne les critères essentiels maintenant, donc ces critères essentiels, c'est, ceux qui sont le socle de la gestion écologique. C'est là où il y a peut-être le plus de changements, par rapport à Écojardin parce que désormais tous les domaines, sont couverts. Donc il y a des critères essentiels pour les nouvelles candidatures, ce qui était le cas déjà, au préalable, mais il y a aussi désormais des critères essentiels pour les renouvellements, pour insister sur cette démarche, d'amélioration continue dont j'ai déjà parlé. Et puis, il y a aussi un critère essentiel qui porte sur le suivi des recommandations, des auditrices et auditeurs qui sera évalué lors des renouvellements. Donc je vous ai rassemblé ici sur cette petite infographie que vous retrouverez dans le référentiel, l'ensemble des critères essentiels pour les nouvelles candidatures et pour, les renouvellements et je vous propose de les passer en revue de manière un petit peu plus détaillée, ce qui nous donne l'occasion de parler aussi un peu de ces évolutions qui sont reprises dans le référentiel. Donc en matière de pilotage, il y a 2 critères essentiels. Donc ce qui est séparé par la barre, verticale, hein, ce sont les critères, pour le renouvellement. Donc le 1er critère, essentiel, c'est d'avoir mis en place des objectifs pour préserver ou améliorer la biodiversité dans un état des lieux ou dans un enjeu. Donc c'est vraiment de s'assurer qu'il y a bien ces objectifs qui ont été définis, en lien par le gestionnaire, en lien avec des enjeux spécifiques ou déjà un état des lieux, poussé. Et il s'améliore, on va dire, au moment du renouvellement avec l'idée de pouvoir disposer d'un plan de gestion formalisé qui intègre ces objectifs, ces enjeux et les actions avec une programmation, formalisée. Sur les sols, on retrouve un critère pour, celles et ceux qui connaissaient, donc l'absence de sol à nu, sauf motif écologique, qui est toujours présent. Et pour les renouvellements, on est sur un critère de l'absence de paillage plastique en lien avec, la question des pollutions, notamment. Et donc il s'agit à minima pour le gestionnaire de mettre en œuvre, un plan d'action pour retirer, l'ensemble des toiles de paillage associées à un calendrier d'intervention et idéalement, il n'y a plus du tout de paillage plastique, qui est déjà présent.
Pour l'eau, on retrouve des critères essentiels qui étaient déjà présents, donc le fait que les jardiniers soient en capacité d'évaluer les besoins en eau des végétaux en fonction du climat, du type de sol et des plantes. Donc pas de nouveauté sur cet aspect-là. C'est au moins, le fait que les jardiniers, reconnaissent les signes de flétrissement et de stress hydrique, sur les végétaux pour, pouvoir réaliser des apports et en fonction des techniques d'apport, de pouvoir avoir un suivi et un pilotage, précis, on va dire, de ces apports en fonction de la pluviométrie, éventuellement de la mesure de l'humidité du sol et cetera. On retrouve également le critère sur des fontaines en circuit fermé, sauf, pour, raisons sanitaires. On a ajouté à ce critère un détail qui n'était pas forcément présent et le fait de ne pas réaliser, traitement pour, la qualité de l'eau. Sachant que ce critère reste bien entendu conforme, à la réglementation en vigueur et donc ne s'applique pas, en fonction s'il y a des questions, de raisons sanitaires, liées au code de la santé publique. Et puis le critère pour les renouvellements, c'est l'absence d'arrosage en dehors, d'une justification, c'est-à-dire, pour des raisons de reprise, dans le cas de fortes sécheresses ou pour, la perte d'un patrimoine, patrimonial, avec des collections inscrites, qui justifieraient le besoin d'arrosage. Sur je poursuis sur les critères essentiels avec le sujet de la faune et de la flore. On retrouve 3 critères sur le sujet faune et flore qui ont changé par rapport, aux, critères essentiels précédents, mais qui vont toujours dans le même sens. Donc l'idée, c'est que, le gestionnaire, pour une première candidature, puisse proposer une diversité de floraison et de fructification tout au long de l'année, pour avoir, favorisé la faune, en matière de ressources, disponibles. Donc il faut au moins connaître les périodes de floraison et de fructification, des espèces, qui sont présentes et puis de pouvoir identifier les marges de manœuvre pour progresser, soit en faisant évoluer les pratiques, hein, pour éviter, ces périodes, soit en renouvelant les gammes végétales et puis dans l'idéal, c'est l'idée de couvrir, une majorité de l'année et que les gammes végétales puissent être appétentes et adaptées aux espèces, faunistiques présentes sur le site et dans sa région. Le deuxième critère qui est un petit peu en lien avec le premier également, c'est le fait de pouvoir favoriser des plantes ou semences indigènes, lors du renouvellement de la végétation. Donc il faut au moins faire une place à cette, végétation dans la stratégie de végétalisation et d'approvisionnement en végétaux et puis ensuite pouvoir justifier, les choix, des végétaux non indigènes en lien avec les autres enjeux du site et bien entendu de ne mettre aucune espèce exotique, envahissante, sur le site. Et pour les renouvellements, pour aller plus loin, l'idée c'est de pouvoir favoriser le fait qu'au moins une des personnes de l'équipe de jardiniers ait participé à un protocole de suivi de la biodiversité au cours, des années, écoulées pour inciter au développement des compétences, naturalistes des jardiniers et pour pouvoir, plus les impliquer dans la stratégie de gestion et son amélioration. En matière de mobilier, matériaux, matériel et engins, il y a 2 critères. On a un critère ici autour de l'absence d'intrants. Donc on retrouve, l'ancien critère sur les produits phytosanitaires, mais de manière élargie avec, l'intégration, de la question des engrais, des biocides et des biostimulants. Donc l'idée, c'est bien de supprimer. Seuls restent autorisés, en matière, d'intrants, les produits phytosanitaires et les engrais organiques, minéraux ou organominéraux qui sont compatibles avec l'agriculture biologique et qui n'ont aucune phrase de risque, voilà, à être mobilisés uniquement en cas de risque avéré pour, le patrimoine végétal et la santé humaine quand l'ensemble des autres solutions, donc de lutte biologique, mécanique, physique, ont été testées et sont inefficaces.
Le critère pour un renouvellement, c'est le fait de pouvoir favoriser le réemploi sur site et la récupération pour tout ce qui concerne les mobiliers et les matériaux, en dehors de la question des plastiques et des bois traités, bien entendu, qui sont plutôt à éviter et où d'autres critères proposent justement de mettre en place un plan de renouvellement pour les supprimer du site. Donc derrière ce critère, c'est bien l'idée de favoriser, les démarches d'économie circulaire pour limiter l'impact sur les ressources naturelles et puis éviter, des pollutions. En matière de formation, on retrouve, le critère essentiel qui était déjà existant de réaliser un plan de formation qui intègre des thématiques écologiques à l'attention, de l'ensemble de l'équipe de gestion qui peut intervenir de près ou de loin, sur, la gestion du site. Et puis, pour progresser, il y a un nouveau critère essentiel, qui est le fait de pouvoir avoir justifié d'une formation, d'au moins un des jardiniers, de, l'équipe qui entretient le site, en lien avec les enjeux, de la gestion écologique et les enjeux du site. Ça peut être une idée de formation qui peut être suggérée par un auditeur, ou une auditrice, lors du précédent audit, puisque là, on est dans un audit de renouvellement. Et la dernière catégorie, sur les publics, 2 critères. Le premier critère, c'est, le fait de pouvoir de mettre en place une communication régulière et accessible pour que les publics puissent connaître les actions de gestion qui sont prévues et qui sont réalisées. Donc c'est au moins, d'avoir un espace d'affichage sur le site ou alors un canal de communication pour diffuser des informations sur la gestion, écologique qui est mise en place. Et puis idéalement, on peut avoir conçu, le gestionnaire peut concevoir une stratégie de communication pour parler des interventions et puis intégrer les retours du public pour, faire évoluer, cette, communication. Et pour les renouvellements, le critère, essentiel est de mettre en place une zone refuge ou un espace en libre évolution, avec, des objectifs qui sont clairement, précisés. Alors ce critère, il aurait pu se trouver ailleurs que, dans la partie publique, parce qu'on pourrait très bien le voir dans la partie faune et flore, par exemple. Mais l'idée, c'est bien de se dire que c'est en lien avec le sujet de la fréquentation et qu'on a besoin de zones de quiétude pour la biodiversité dans les espaces et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de le positionner ici dans cette partie de public. Voilà pour, l'ensemble des critères essentiels et je vous propose de passer à la dernière partie, cette présentation pour vous présenter l'essentiel à savoir pour pouvoir candidater à Écojardin. Alors, il y a différentes étapes pour candidater à Écojardin. Pour celles et ceux qui connaissent, ça va être une petite redite, et pour, ceux qui n'ont pas encore, candidaté, eh bien des informations. L'infographie que je vous présente ici, elle est tirée du manuel du candidat. Donc c'est une ressource spécifique, je vous les listerai tout à la fin, mais une ressource spécifique qui a été conçue pour vous accompagner dans vos démarches de candidature lorsque vous vous posez des questions. Il y a également une partie, de fac sur le site internet du label qui peut répondre à certaines des questions que vous vous posez. Donc n'hésitez pas, à la consulter. Donc la première étape, c'est de s'informer, c'est un petit peu ce que vous faites en participant à ce webinaire également, de consulter le référentiel et puis le règlement du label pour préparer votre candidature. Donc il faut, lors de l'étape de préparation, que vous puissiez anticiper les conditions de labellisation. Donc c'est notamment ces critères essentiels dont je vous ai parlé. Alors rassurez-vous, je vous l'ai déjà dit, ils ne s'appliquent pas pour cette année. Donc pour toutes les candidatures qui sont pour cette année, ce sont les anciens critères essentiels, qui s'appliquent. Hem Et sinon, il faut préparer votre candidature en lien avec les modalités de gestion sur votre site. C'est-à-dire que si votre site est géré en régie, il faut le faire avec, votre équipe et si votre site est géré avec une prestation extérieure, une ou des prestations extérieures, il faut pouvoir impliquer les prestataires car, lors de l'audit, les auditrices et les auditeurs ont besoin, de pouvoir s'entretenir avec les jardiniers qui réalisent au moins un des jardiniers réalise, l'entretien du site, qu'il s'agisse d'un jardinier en régie ou qu'il s'agisse, d'une entreprise, en prestation.
Vous pouvez regarder les documents dont vous disposez, aller à la pêche aux informations, quand, ces documents existent, dans d'autres structures et ensuite tout se passe en ligne. Donc vous vous inscrivez, vous créez votre compte sur le site internet du label et puis vous créez, votre, dossier de candidature. Donc vous inscrivez un site, vous re pour renouveler, c'est de la même manière. Dans votre espace personnel, vous pouvez ajouter un site à la candidature et vous faites un dossier par site présenté. Vous pouvez joindre les documents justificatifs que vous avez. Ceux que vous n'avez pas ou ceux qui existent de manière, non numérique, par exemple, peuvent être, conservés et mis à la disposition de l'auditrice ou de l'auditeur lors de sa venue. Une fois que vous avez validé votre inscription, l'équipe du label Écojardin vous envoie une attestation d'inscription avec le ou les sites candidats et vous met en relation avec la structure auditrice qui vous enverra un devis pour l'audit. Le label Écojardin est payant et ce que vous payez, ce que vous rémunérez est rémunéré directement auprès de la structure auditrice et ça comprend les frais de l'audit qui sont de 850 € TTC et les frais de déplacement, de, l'auditeur ou de l'auditrice. Et donc, voilà, il y a pas d'autres flux financiers dans Écojardin. Vous rémunérez uniquement l'expertise de l'auditeur qui vient vous voir et qui passe une journée, avec vous, sur place, en comptant le déplacement. Donc, un temps un petit peu en salle pour voir d'éventuels documents et puis vous poser des questions liées à la politique globale. Et puis une majeure partie de, la matinée ou de l'après-midi est consacrée à la visite du site. Donc, comptez 2 ou 3 heures selon les tailles, du site pour aborder l'ensemble des sujets de la gestion avec, les jardiniers en charge, de cette gestion. À l'issue de l'audit, l'auditeur ou l'auditrice vous fait un petit bilan, à chaud et puis il rédige un rapport d'audit. Il complète la grille d'évaluation. L'ensemble de ces éléments est mis à votre disposition par l'intermédiaire du site internet. Vous pouvez les consulter. Si vous avez des remarques à faire ou besoin d'échanger avec les auditeurs ou les auditrices, vous pouvez le faire. Vous avez 1 semaine pour pouvoir réagir et ensuite l'ensemble des éléments est transmis pour être compilé pour, être remis aux membres du comité de labellisation. Donc ce comité de labellisation, il se réunit 2 fois par an et il décide de l'attribution du label en fonction des rapports et des avis, des auditeurs ou des auditrices. Une fois la décision prise par le comité de labellisation, vous êtes informé, de la labellisation de votre site. La durée du label pour une première candidature, c'est de 3 ans. Et ensuite, les renouvellements sont valables 5 ans, donc ce qui vous laisse un petit peu plus de marge de manœuvre pour mettre en place aussi les recommandations que les auditeurs ou les auditrices ont pu vous faire. Et cette amélioration continue, elle commence, dès la labellisation. Bien sûr, il faut prendre le temps de, la fêter, de communiquer autour de cet événement. Mais ensuite, pensez à bien mettre en pratique, les préconisations, jusqu'au prochain renouvellement parce que pour la première candidature, 3 ans, ça passe vite et ensuite, 5 ans, ça peut passer vite aussi en fonction des recommandations qui ont pu, être émises. Je poursuis, en vous donnant quelques dates clés, sur l'année. Donc, les audits ont lieu de mars à octobre. Il y a une période sans audit qui est plutôt la période, hivernale parce qu'on voit moins de choses, sur les sites, donc c'est pour ça qu'on a choisi un peu, de proposer cette période-là. Les candidatures sont possibles en continu, mais il y a des dates butoirs pour, pouvoir passer à l'une ou l'autre des sessions du comité de labellisation. Il y a 2 sessions de comité de labellisation, une fin juin et une fin novembre. Pour passer à la session de fin juin, vous devez vous inscrire avant le 31 mars. Pour que les auditeurs et les auditrices aient le temps de planifier les audits et de réaliser leur travail avant la session de fin juin. Sachant que, du coup, la date limite des audits pour un comité de labellisation fin juin, c'est plutôt début juin pour que, l'auditeur puisse avoir le temps de faire ce travail et vous soumettre, à votre, relecture avant d'avoir la relecture aussi du comité de labellisation qui a besoin d'un petit peu de temps pour traiter l'ensemble des demandes.
Si vous ne vous inscrivez pas avant le 31 mars, bah, vous serez automatiquement à la deuxième session de labellisation, qui a elle aussi sa date limite, qui est donc le 31 août. Donc pour toutes celles et ceux qui voudraient passer cette année, candidater cette année, la date limite du 31 mars est bien entendu passée et donc il faut préparer vos éléments et avoir candidaté, vous être inscrit sur le site avant le 31 août. Ce qu'on entend par inscrit, c'est d'avoir validé votre dossier de candidature en cliquant sur un bouton qui s'appelle «Soumettre à l'audit», et en ayant renseigné l'ensemble des documents et informations obligatoires pour pouvoir candidater. Donc retenez cette date pour les personnes qui souhaitent passer cette année. Et puis je vous ai mis aussi une autre date sur cette diapositive, c'est le mois de février où il y a chaque année une rencontre éco-jardin qui est organisée, qui valorise l'ensemble des labellisés de l'année écoulée et qui est l'occasion d'échanger sur des pratiques, des retours d'expérience, sur une diversité de types de sites et qui est depuis quelques années, et je les remercie, accueilli par le ministère de la Transition écologique à La Défense. Je vais terminer sur les documents ressources pour le label. Euh, j'en citerai trois principaux. Le référentiel éco-jardin, le règlement et puis le manuel du candidat dont je vous ai parlé. Vous pouvez retrouver ces documents sur le site internet du label, dans la rubrique ressources du site internet, notamment en utilisant le filtre documents du label. Je vous ai mis le lien ici et il va pouvoir vous être partagé aussi sur le chat. Et je voulais revenir sur pourquoi je disais que le référentiel, vous trouverez d'autres documents dans cette rubrique, mais le référentiel rassemble plusieurs de ces autres documents qui existent aussi de manière indépendante parce qu'on a parfois eu des demandes ou des questions. Le référentiel Éco-Jardin comprend l'ensemble du descriptif des critères essentiels du label, qui a été mis de manière séparée également pour ceux qui voudraient avoir une lecture uniquement de ces critères-là. Il comprend également la liste indicative par domaine des documents à fournir pour l'audit. Il comprend enfin l'ensemble des grilles d'évaluation existantes, donc une grille, on va dire, qui est une grille de base à l'attention de l'ensemble des espaces végétalisés, et puis des grilles d'évaluation et des critères spécifiques pour les cimetières, pour les jardins collectifs et pour les arbres d'alignement, qui sont les trois catégories complémentaires abordées dans le référentiel éco-jardin. Donc voilà, donc s'il y en a une à retenir, c'est peut-être bien celle-ci. Je vous remercie pour votre attention et pour toute question sur le label, suite à cette présentation, si ça vous vient plus tard ou sur les critères, vous pouvez contacter l'équipe Écojardin avec une adresse contact@label-ecojardin.fr. On vous répondra, donc soit Damien Provandier, soit moi-même. Et puis il y a aussi un numéro de téléphone en cas de besoin, plutôt à réserver pour des urgences qui nécessiteraient une réponse rapide. Et sinon, vous pouvez toujours laisser un message et on vous recontactera. Et donc, toutes les informations se retrouvent sur le site internet du label. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Aurore. Et des questions, il y en a. Donc merci pour celles et ceux qui les ont posées. Donc dans le module questions-réponses, ça va nous simplifier la reprise des questions. Je commence par reprendre la première qui nous est arrivée, donc de Liliane Capdevielle, Hadès. Le ministère de la Transition écologique nous demande si nous avons des espaces verts de plus de 1000 mètres carrés entretenus selon des méthodes éco-vertueuses, selon des critères reconnus, ou des espaces verts labellisés ou en cours. Il y a plusieurs labels et quels sont ces critères pour une gestion éco-vertueuse? Donc il y a eu des éléments de réponse, je pense, dans la présentation. Peut-être rappeler ce que tu as dit au début. Donc effectivement, la démarche Éco-Jardin bénéficie du soutien de l'Office français de la biodiversité dans le cadre du plan Éco-Phyto porté par le ministère de la Transition écologique, et que les critères sont reconnus bah, par tout le comité, toutes les instances qu'il y a derrière le label Éco-Jardin. Et puis, tous ces éléments sont disponibles du coup sur le site du label. Et Aurore, peut-être parler de Plan Éco-Jardin, de redire ce qu'on a pu faire.
Oui, alors en effet, donc ce qui peut être intéressant de redire, c'est que avec la stratégie nationale de biodiversité, il y a aussi une circulaire qui a été mise en place l'instauration de services publics éco-responsables au sein des ministères et de leurs établissements publics. Euh, et c'est en lien avec, il me semble, cette circulaire que la question votre question, Liliane, est liée. Donc il y a vous pouvez consulter le référentiel éco-jardin pour avoir une idée des critères à mobiliser pour progresser sur la gestion écologique sur vos sites. Et ensuite, vous pouvez choisir la démarche de valorisation qui vous semble la plus propice. Je sais qu'Éco-Jardin fait partie des labels qui peuvent permettre de répondre à cette demande du ministère. Il y en a d'autres aussi. Et donc, à vous de choisir en fonction de vos critères. Il y a un groupe qui est animé par Dominique Pougeot du ministère de la Transition écologique qui s'appelle Plan Éco-Jardin, que vous pouvez rejoindre sur Rezana. Et il y a des réunions régulières qui sont organisées justement dans cette idée d'accompagner les gestionnaires dans cette dynamique de labellisation et de valorisation des pratiques de gestion sur leurs espaces verts. Et je compléterai en disant que, il y a peut-être une attention particulière aussi si vous avez mis en place une gestion par l'intermédiaire d'un prestataire et donc de pouvoir intégrer dans votre cahier des charges aussi les enjeux, les objectifs de la gestion écologique ou bien d'exiger, même si c'est un petit peu plus radical, on va dire, l'obtention d'une démarche de certification de la gestion qui est conduite comme moyen de validation des objectifs de l'entreprise prestataire. Merci Aurore. Je poursuis. Une question d'Ingrid. Comment peut-on devenir auditeur? Donc peut-être rappeler le process. Oui, alors les auditrices et les auditeurs, en fait, ils ont été sélectionnés il y a un moment sur un travail d'appel mise en concurrence, on va dire. Ce sont toujours les mêmes qui sont restés aujourd'hui et qui ont donc beaucoup d'expertise sur le sujet de la gestion écologique. Donc, on n'a pas de manque et de zones qui sont non couvertes par des auditeurs ou des auditrices. Par contre, vous pouvez vous rapprocher des structures auditrices et proposer vos services, soit en prestation, soit enfin après les choses vous appartiennent. Simplement, ne devient pas auditeur ou auditrice qui veut. S'il y a un nouvel auditeur ou auditrice qui est proposé, ça a été le cas dans les 15 ans d'exercice. Donc, les structures ont pu proposer des nouveaux auditeurs ou auditrices. Il y a une évaluation qui est faite basée sur leurs compétences, leur profil. Et puis, il y a une formation à suivre pour pouvoir devenir auditeur éco-jardin. Mais tout ça se passe par l'intermédiaire de la structure qui a été déjà retenue. Donc, vous pouvez trouver tous les noms des structures sur le site internet du label par zone géographique. Merci. Je poursuis. Donc les trois questions qui suivent, donc Sébastien, Estelle et Christophe, euh, ont un rapport avec le paillage plastique. Donc je les liste, elles sont un peu liées. Le paillage plastique comprend-il la toile hors sol? Le gazon synthétique rentre-t-il dans la catégorie paillage plastique? Et une réflexion de Christophe, donc Christophe Davalo. Bravo pour l'absence de paillage plastique au sein des critères essentiels. Il y en a encore beaucoup trop qui sont masqués, recouverts de paillage naturel afin de les dissimuler. Je veux croire que les auditeurs ont été sensibilisés à ces pratiques non vertueuses. Donc peut-être un petit complément sur Oui, cet alors enjeu bien de... entendu, les auditeurs ont été formés sur ce sujet et ils y étaient déjà très sensibles auparavant, alors même que le critère n'était pas essentiel. Ils ont l'habitude de gratter un petit peu pour vérifier. Au-delà de ce sujet, l'idée du paillage plastique. Alors, pour le gazon synthétique, honnêtement, on ne s'est jamais posé la question de cette manière-là. Je... Le gazon synthétique en soi n'est pas forcément une pratique très liée à la gestion écologique. Donc, je dirais que si, il y a des possibilités de faire autrement, c'est mieux.
Mais c'est pas vraiment une pratique de paillage, donc on l'a pas intégré dans ce critère. Par contre, c'est à peu près certain que si vous avez un site qui candidate avec du gazon synthétique, vous risquez d'avoir des recommandations de la part des auditeurs. Donc sur l'idée, c'est bien de préserver les fonctionnalités des sols. Et donc, c'est inclus tous les paillages à base de plastique ou de matières biosourcées qui peuvent intégrer parfois du plastique. Donc, il faut bien vérifier les propositions quand il y a des toiles de paillage qui sont fournies, que ces toiles de paillage soient bien issues uniquement de matières végétales naturelles non transformées, comme du chanvre, du lin, la laine. Voilà. Et bien sûr, dans l'idéal, on n'a pas forcément besoin d'avoir une toile de paillage sur les sites. Et donc, c'est plutôt de valoriser à terme la végétalisation diversifiée, multistrate, par des couvre-sols qui va venir en fait protéger le sol et garantir ses fonctionnalités. Voilà. Donc, c'est les matières qui sont regardées. Merci. Je poursuis. Une question de Sébastien. Absence d'arrosage, comment gérer un potager pédagogique? Oui, alors absence d'arrosage, c'est absence d'arrosage hors justification. Donc pour la production alimentaire, ça ne pose pas de problème. En fait, et l'intérêt de ce critère, c'était de questionner et de justifier les choix d'arrosage et leurs modalités pour limiter le plus possible le sujet de l'arrosage. Donc, il faut pouvoir justifier tous les arrosages qui sont réalisés sur le site et, et puis, bien sûr, dans l'idéal, c'est d'avoir mis en place aussi toutes les mesures préventives pour éviter l'arrosage en maintenant un potentiel hydrique dans le site. Donc là, sur les potagers pédagogiques, il y a aussi des pratiques de paillage. Enfin, voilà, j'imagine que vous les connaissez bien pour essayer de réduire le besoin d'arrosage et d'utiliser les méthodes les plus économes. Voilà. Mais donc, il n'y a pas de contre-indication. Très bien, je poursuis. Une question de Nathan. Alors, ça tient. Donc, bonjour à tous. À quelle échelle géographique définit-on l'indigénat des espèces? Quelle est l'évaluation des migrations assistées des palettes végétales? Je ne sais pas si. Alors, c'est des questions qui sont assez techniques. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une réponse après le webinaire. Et comme ça, je reprendrai le temps de consulter aussi ma collègue Mélissa Aouzi, qui est notre chargée de mission en écologie et biodiversité, pour qu'on puisse vous faire une réponse détaillée et sur ces différents sujets. Après, vous pouvez, il y a différentes démarches aussi qui travaillent sur l'indigénat des végétaux, dont le label végétal local, qui a défini des régions biogéographiques pour la récolte et la traçabilité des espèces sauvages et locales. Mais comme c'est un peu plus large votre question, je vous propose de vous faire une réponse à part. Donc si vous pouvez remettre votre adresse mail, comme ça on pourra vous envoyer une réponse précise. Merci. Question suivante. Est-ce qu'il faut un plan de gestion sur chaque site ou un plan de gestion global, la politique globale, la présentation de la politique globale au travers d'un plan de gestion global est-il suffisant? En fait, ça va dépendre. Il n'y a pas une exigence particulière. Je pense que ce qui est utile sur un site à minima, on pourrait dire, pour avoir un minima comme objectif de gestion, c'est quand même de pouvoir avoir une cartographie des interventions qui sont réalisées avec les éléments périodiques. C'est peut-être le minimum qui peut servir de plan de gestion. Mais après, je connais pas vos sites et leur configuration. Il peut y avoir des fois plusieurs tout petits sites qui sont situés à proximité et donc avoir un intérêt d'avoir une réflexion globale à l'échelle de plusieurs sites. Ça va dépendre
de vos manières de gérer, s'il y a un seul intervenant sur l'ensemble des sites, plusieurs intervenants, et de l'objectif en fait du plan de gestion, c'est de s'assurer de la traçabilité et de la pérennité de la gestion qui est réalisée dans le temps et dans l'espace. Et donc, en fonction de ça, c'est à vous de déterminer l'échelle la plus pertinente pour traiter le sujet. Et puis, vous pouvez commencer peut-être par de manière globale, et puis ensuite affiner les choses progressivement. Merci, je poursuis. Quelle gestion attendez-vous d'une zone refuge? Une prairie avec une fauche annuelle tardive convient-elle? Merci. Ah non, une zone refuge, du coup, c'est une zone où il n'y a pas d'intervention de gestion. Donc, c'est vraiment un espace qui peut être mis en défend ou délimité par des clôtures si besoin, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Mais l'idée, c'est de laisser les processus, les successions naturelles se faire sur le site sans intervention humaine, hormis s'il y a besoin, pour des questions de sécurité, je sais pas, un arbre va tomber et ça va tomber sur un cheminement qui est à proximité, donc là, on a besoin d'intervenir. Ou il y a une prolifération d'espèces exotiques envahissantes. Bon, en dehors de cas très précis, l'idée, c'est de ne pas avoir d'intervention sur le site, sur cet espace. Je poursuis. Donc, on a encore une vingtaine de questions. Aurore, si en même temps tu en as repéré quelques-unes, tu n'hésiteras pas à la prendre. Celle qui vient ensuite, c'est est-ce que le compost issu des déchets alimentaires est autorisé en intrant? Oui, et je vous renvoie sur ce sujet-là à la lecture du référentiel où il y a de mémoire page 52-53, un encart de un peu plus d'une page qui est dédié précisément au sujet des entrants. Mais en effet, le compost fait partie des choses autorisées. Je poursuis avec la question de Cécile. Certains critères sont liés avec les jardiniers, mais quand l'entretien est externalisé, il est plus difficile de pouvoir agir auprès d'eux. Alors, en effet, je pense que ça va avec la question peut-être suivante, comment se former quand le client souhaite sous-traiter la mise en place du label. Donc, Mm. je pense que quand il y a des sujets en prestation, en fait, il faut vraiment travailler entre le donneur d'ordre et le prestataire ou partenaire. C'est ce que disait Christophe Davalo en parlant des entreprises qui intervenaient sur les sites de Paris Habitat. Et je trouve que c'est utile de le voir aussi comme ça pour travailler ensemble, main dans la main, pour la mise en place du label et se dire quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Ça peut être cadré dans le cahier des charges de la prestation, mais ça peut être fait aussi en cours de prestation et d'avoir vraiment cette idée d'aller ensemble. Je pense que c'est ça qui fonctionne le mieux. Euh, voilà, je pense. Merci. Une question, alors un peu en marge, mais qui peut quand même intéresser. Bonjour Aurore. À Pantin, depuis 2015, plus de 50 sites, beaucoup de répétitions, un dossier par site. Une labellisation générale est-elle envisageable? Alors, il existe aujourd'hui, en fait, le label Éco-Jardin reste un label de site, mais aujourd'hui, on a déjà fait, il y a déjà des collectivités, c'est l'exemple de la ville de Rennes, par exemple, qui a fait labelliser l'ensemble des espaces qu'elle a en gestion. Et donc, au-delà de 10 sites, en fait, on a mis en place une procédure d'échantillonnage. Et quand on veut travailler sur une labellisation globale, on échange avant, bien entendu, pour identifier les différents types de sites qui sont concernés et pouvoir faire un échantillon qui permette de valider la visite de l'ensemble des équipes qui interviennent sur les sites, de l'ensemble des types de sites, de plusieurs types de sites par catégorie, pour pouvoir ensuite avoir cette labellisation globale. Et donc ça reste quand même à l'échelle des sites, mais sur cette base d'échantillons. Donc au-delà de 10 sites, c'est un tiers des sites qui sont audités. Merci. Euh, Oui, est-ce que tu veux prendre parmi les questions qui viennent, est-ce qu'il y a une question en particulier qui Alors, vous peut-être sert? des questions un peu faciles, plutôt en lien avec la procédure. Donc, je vois d'Aurélia Picot
Les étapes de renouvellement sont identiques à celles de la labellisation, je vous le confirme. Il y a simplement un petit élément en plus, c'est qu'au début de l'audit, vous faites le point avec l'auditrice ou l'auditeur, qui est généralement différent, sur ce qui s'est passé pendant cette période de labellisation. Ensuite, l'absence de documents n'est pas éliminatoire. Vous pouvez ne pas avoir des documents. Dans certains cas, vous avez besoin de les produire et si l'auditeur peut vous proposer de les mettre, de les réaliser dans les préconisations d'amélioration. Et pour d'autres, si vous arrivez à justifier qu'en fait ils ne sont pas nécessaires, l'idée des documents, c'est d'être utile pour la gestion. C'est pas d'être une pièce justificative simplement administrative. Vous retrouvez les grilles d'évaluation à la fin de chaque domaine du référentiel éco-jardin et vous pouvez les retrouver de manière indépendante si vous le souhaitez sur le site internet du label. Il y a un petit peu moins de grilles d'évaluation spécifiques qu'auparavant. Il y avait une grille spécifique aux espaces naturels qui est devenue caduque parce que les critères ont été intégrés finalement dans la grille globale, et une grille qui était spécifique aux espaces éducatifs qui, elle, également est devenue caduque. Donc, du coup, vous ne retrouvez plus que 4 grilles différentes dont je vous ai parlé pendant la présentation. Et si vous n'êtes pas dans un des cas spécifiques, c'est la grille globale qui concerne votre site. Hem, Sur les critères essentiels, il y a un petit document descriptif sur lequel je me suis basée pour vous les préciser. Donc, vous pouvez aller les regarder. Je vois une question sur les zones en libre évolution. Est-ce qu'on peut préciser en matière de surface, de durée, que c'est pas toujours facile en ville? Donc, en effet, on est conscient de ça, que c'est pas toujours facile. Par contre, on l'a bien étudié, on l'a étudié aussi avec les auditrices et les auditeurs et c'est pas facile, mais c'est possible. On n'exige pas forcément une surface minimum, ou une durée. L'idée, c'est que ça soit le plus pérenne dans le temps possible. Par contre, on accepte que si elle doit bouger parce que finalement elle est mal positionnée par rapport aux usages, eh ben, elle puisse bouger. Et puis, elle peut peut-être s'étendre, commencer petit, sur quelques mètres carrés, au pied d'un arbre, et puis ensuite s'élargir. Les espaces, par exemple, il peut y avoir des zones de préservation autour des arbres pour préserver le patrimoine euh, en racines, limiter la fréquentation. Ça peut commencer par là. Euh, et la surface totale, en fait, elle va dépendre aussi de la surface de votre site. Euh, Voilà, alors je précise, je vois qu'on arrive bientôt à midi, on va peut-être pas avoir le temps de traiter toutes les questions là, mais je répondrai aux questions qui seront posées pour les personnes qui ont laissé leur adresse mail. Et si il y a des choses que vous ne trouvez pas à la lecture des documents, vous pouvez aussi renvoyer votre message avec votre question à l'adresse de contact du label Écojardin pour qu'on puisse vous répondre. Euh, Merci Aurore. Et effectivement, tu l'as peut-être dit, je sais plus, mais de le rappeler que tous les ans, il y a la rencontre annuelle du réseau des labellisés Éco-Jardin. Les replays de ces rencontres sont mis à disposition. Donc celle qui s'est tenue le 5 février à Paris, vous pouvez voir les différentes présentations qui ont pu être faites et donc ça donne une idée enfin ça permet un partage d'expérience sur des actions concrètes de gestion écologique. Est-ce que je peux répondre à quelques questions que je vois encore? On peut se donner encore quelques minutes, effectivement. Du coup, je vois qu'il y a quelqu'un qui a demandé si le critère de renouvellement sur les compétences naturalistes des jardiniers pouvait être réalisé par des partenariats avec la LPO ou des sciences participatives. Oui, bien entendu. L'objectif, c'est d'impliquer les jardiniers dans la connaissance naturaliste, mais c'est pas forcément que ça repose que sur eux. Donc, bien entendu, c'est tout à fait possible. Ensuite, il y a une question sur la sélection de nouveaux auditeurs dans d'autres structures que celles existantes. Pour l'instant, on n'a pas de projet à ce sujet.
Mais si on a des besoins qui sont identifiés, des départs de structure ou des divisions de zones géographiques, ça pourrait être le cas. Après, je vous invite à rester en veille sur ce qui est diffusé au niveau du site Écojardin parce qu'il y aura un appel à candidature qui sera réalisé. Euh, sur le nombre d'espaces privés labellisés, il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas la réponse tout de suite, précisément. Vous avez quelques chiffres clés sur le site internet du label et puis vous pouvez filtrer dans les sites labellisés par des catégories. Mais en fait, votre question, elle recouvre différentes choses parce qu'il y a des bailleurs publics et des bailleurs privés, des espaces verts qui sont des entreprises. Donc, du coup, c'est un petit peu difficile, donc je ne peux pas répondre comme ça. Et ensuite, il y a une question que je n'ai pas compris. Quelles sont les modalités pour commander des interventions de formation avant de candidater pour la labellisation? Si votre question concerne le critère essentiel sur la formation, en fait, vous pouvez organiser une formation, vous rapprocher de différents organismes qui peuvent faire de la formation sur les questions de biodiversité. Il y a un encart dans le dans le référentiel Écojardin qui parle de la diversité des structures qui proposent des formations, qui donne une petite idée non exhaustive de la liste des structures qui peuvent être contactées. Donc, vous pouvez voir de ce côté-là. Ce qui compte, c'est surtout que les besoins de formation, enfin que les formations, elles correspondent bien à des besoins sur les sites. Et pour les retombées de la labellisation en dehors des bénéfices pour l'environnement, je pense que vous pouvez revisionner, enfin je vous invite à revisionner plutôt les témoignages des labellisés des rencontres éco-jardin ou à participer à la prochaine, même si c'est un petit peu loin, pour avoir l'ensemble des retours, parce il y a une grande diversité de retours. Je pense au départ, Écojardin était beaucoup sur un outil d'amélioration des pratiques et de mobilisation aussi des jardiniers. C'est toujours le cas dans un projet. Et donc ça, en soi, c'est déjà une super réussite. C'est aussi un outil qui peut servir on en a parlé un petit peu, à organiser le travail en prestation d'entreprise du paysage. Donc, ça peut être un bon projet en commun pour faire progresser les choses du côté donneur d'ordre comme du côté entreprise. Et voilà. Et donc, je crois que j'ai presque fait le tour des questions. Euh, On en a effectivement, on a fait pas mal de réponses. Il y a une foire aux questions aussi sur le site du label Éco-Jardin où il y a un certain nombre de réponses qui sont apportées. Effectivement, l'adresse mail pour adresser des questions plus spécifiques, contact label-écojardin.fr, c'est bien ça, Aurore? oui. Voilà. Et puis, bah, quelques réponses qu'on pourra apporter, comme tu le disais, Aurore, en complément de ce webinaire. Mais si ça vous convient, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Il est midi passé. À moins que, Aurore, tu aies une dernière question, une dernière information à passer avant que je clôture. Bah, en fait, je vois qu'il y a eu d'autres questions, mais il faudrait que je regarde précisément, donc je pense que je n'aurai pas le temps. Mais n'hésitez pas, si jamais vous ne recevez pas de réponse à votre question ou il y a quelque chose qui vous reste, à surtout nous écrire, comme ça, je serai sûre de pouvoir y répondre. Merci en tout cas de votre intérêt pour le label et de votre présence pour ce webinaire ce matin. Donc juste quelques informations et prochains rendez-vous avec Plantécité. Donc pour celles et ceux qui seraient présents aux rencontres nationales de l'ingénierie territoriale à Tours les 27 et 28 mai prochains, donc Plantécité sera présent, on pourra échanger si vous êtes présent sur cette rencontre. Le prochain webinaire, donc organisé par Plantécité, sera sur la végétalisation des pieds d'arbres. Je vous partage le lien dans le chat. Donc il se tiendra le 29 mai. Donc c'est un webinaire réservé aux adhérents de Plantécité. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire.
Et petite information aussi par rapport aux 20 ans de Plantécité, puisque 2026, c'est une année spéciale pour Plantécité qui fête ses 20 ans d'existence et on prépare une programmation spéciale 20 ans et on a communiqué tout récemment sur la parution de la première saison d'une bande dessinée qui raconte 20 ans d'histoire de Plantécité et 20 ans de nature en ville sur les sujets qu'on a pu traiter durant ces 20 ans. Et donc Aurore, en coordinatrice éditoriale, a été très impliquée également dans ce premier numéro de la BD avec d'autres collègues de l'équipe. Et donc on est ravis de vous partager cette première saison. Voilà, je l'ai mis dans le chat et vous le retrouvez sur le site de Plantécité. Eh bien, merci à toutes et à tous encore une fois d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que vous avez appris des choses et donc n'hésitez pas à aller consulter le référentiel mis à jour sur le site du label Éco-Jardin. Merci à toutes et à tous. Bonne journée, bonne fin de semaine et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.